La mort, c'est le point commun dans les 3 histoires que je vais vous partager dans cette vidéo. Ce sont des histoires dures, tristes, donc si vous êtes un peu sensible, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, car dans chacune des histoires qui seront présentées, on va parler toujours de la mort de quelqu'un. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je vous affiche mon Instagram si vous souhaitez me suivre là-bas, si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, c'est avec plaisir que j'irai la lire. Un mystère, une rencontre flippante, une histoire paranormale, vraiment tout ce qui vous a marqué, n'hésitez pas à me le partager pour les vidéos thread d'horreur des abonnés. Et si maintenant vous êtes enfin prêts, on est parti pour se plonger dans la première histoire. Robin Spielbauer était une jeune femme sans histoire qui a rencontré ce qu'elle pensait être l'homme de sa vie, un homme du nom de Jérémy. Nous étions en 2003 et Robin, à cette époque, voulait se poser avec quelqu'un pour pouvoir fonder sa propre famille. Les rendez-vous amoureux se sont bien passés, Robin pensait avoir trouvé l'homme qu'il lui fallait, l'homme qui lui correspondait, donc rapidement après la rencontre de Jérémy, elle est tombée enceinte. La vie a suivi son cours. Robin a eu 2 enfants, 2 filles avec Jérémy, mais il se trouve que sa relation amoureuse ne correspondait pas à ce qu'elle attendait. Effectivement, Jérémy était quelqu'un qui adorait jouer sur plusieurs tableaux. C'est pour dire, alors qu'il était en couple avec Robin et qu'il était même père de famille, il avait des relations extra-conjugales, chose qui déplaisait fortement et naturellement à Robin. C'est au bout de 7 ans de mariage que Robin a décidé de se séparer de Jérémy et d'emmener avec elle ses 2 filles. Jérémy, lui, est parti sans poser de questions, sans histoire, il n'y a eu aucun problème suite à cette séparation. D'ailleurs, Jérémy a retrouvé l'amour de son côté, une jeune femme du nom de Cathy. Une femme qui d'ailleurs n'était pas inconnue pour Robin, car il se trouve que cette fameuse Cathy était l'une de ses amies. C'est d'ailleurs Robin qui a présenté Cathy à Jérémy. Et cette femme était d'ailleurs la confidente de Robin, car c'est à elle qu'elle se confiait concernant les problèmes qu'elle pouvait rencontrer dans son mariage. Après la séparation entre Jérémy et Robin, Cathy et son ex-mari se sont mariés. Nous avançons un peu dans le temps. Nous sommes le 8 avril 2014. Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un fossé sur la route de Delium Road au Texas. Le corps de la jeune femme a été retrouvé à côté de son véhicule, un SUV, mais l'identification de celle-ci est très compliquée car il n'y a ni carte d'identité, ni téléphone, ni portefeuille. Donc c'est l'immatriculation du véhicule qui va permettre de déterminer qui est la jeune femme qui a été retrouvée sans vie. L'identification est sans appel, il s'agit bien de Robin Spielbauer. Tout laisse penser dans un premier temps en voyant la scène de crime qu'elle a eu un accident de voiture car son pare-brise était brisé, il y avait des éclats de verre sur le capot, donc tout laissait penser qu'une sorte de caillou, une pierre, avait peut-être atteint la conductrice alors qu'elle conduisait. Sauf que l'autopsie a montré quelque chose qui a emmené les enquêteurs sur une piste totalement différente. La cause du décès de Robin Spielbauer est un trauma au niveau de l'arrière de sa tête, trauma réalisé suite à l'impact d'une balle d'un calibre 22. Donc là, la thèse de l'accident est totalement écartée. La première personne à être suspectée dans cette affaire est l'ex-mari, Jérémy. Il a nié complètement être impliqué dans la mort de son ex-femme, de Robin, sauf qu'au fur et à mesure de l'enquête, la police a appris des choses étonnantes. On dit souvent que si on chasse le naturel, il revient au galop. Rappelez-vous, Jérémy était quelqu'un qui aimait jouer sur plusieurs tableaux dans ses relations amoureuses. Eh bien, Cathy accusait Jérémy de continuer d'avoir une relation avec son ex-femme. Chose qui a conforté Cathy dans cette accusation, c'est que avec Jérémy, ils ont emménagé dans une maison qui se trouvait non loin du domicile de Robin et de ses 2 filles. On pourrait voir par là effectivement quelque chose pour avantager la double relation de Jérémy, ou alors on peut se dire qu'il voulait simplement se rapprocher de ses 2 filles. Les enquêteurs ont continué de démêler les fils de l'affaire et ils ont appris qu'en 2013, à la période de Thanksgiving, Cathy et Robin ont eu une altercation physique. Les 2 femmes en sont venues aux mains alors que Robin était venue récupérer ses 2 filles. L'altercation était d'ailleurs assez violente, mais malgré qu'il y ait eu un conflit à ce moment-là, aucune plainte n'a été déposée ni par Robin ni par Cathy auprès de la police. Évidemment, la raison de cette altercation était tout bonnement les soupçons qu'avait Cathy
sur Jérémy et Robin. D'ailleurs, Cathy harcelait en soi Jérémy de messages par rapport à ce fait-là. C'est pour dire, pendant les 4 jours précédant la découverte du corps de Robin, Cathy a envoyé pas moins de 300 messages à Jérémy, lui demandant ce qu'il faisait, s'il était avec Robin, inquiète des relations extra-conjugales que pouvait avoir son mari. Et même après la mort de Robin, Cathy n'a pas lâché le morceau. Alors qu'elle était interrogée par la police, elle a demandé si les enquêteurs avaient découvert quelque chose qui prouvait que Jérémy avait bien une relation avec Robin. Sauf que les enquêteurs lui ont dit que non, ils n'avaient aucune preuve en ce sens-là. Par contre, ils ont une preuve. C'est que, effectivement, Robin et Jérémy se sont rencontrés la nuit précédant la mort de Robin. Dans la suite de l'affaire, la police a réussi à obtenir un mandat pour fouiller le domicile de Jérémy et de Cathy. Et à l'intérieur, ils ont trouvé une preuve qui lie directement le couple à la mort de Robin. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une arme à feu d'un calibre 22. Toutes les preuves dans cette affaire semblent montrer que Cathy est responsable. L'arme qui a été retrouvée est enregistrée à son nom. Elle admet avoir été chez une amie au moment du meurtre, amie qui habitait non loin de là où le corps de Robin a été retrouvé, sauf qu'elle dit qu'elle avait éteint son téléphone portable. Et la police, évidemment, suite à tout ça, eh bien, elle a du mal à croire ce que raconte Cathy. Cathy, sûre de son innocence, dit qu'elle est prête à passer au détecteur de mensonges, chose que son avocat lui déconseille, mais elle le fait quand même. Elle n'avait pas d'alibi par rapport au meurtre, donc elle aurait pu effectivement le commettre, et bien qu'elle ait déjà menacé de tuer Robin, Cathy assure qu'elle ne serait jamais passée à l'acte pour une seule raison, c'est qu'elle sait ce que ça fait de vivre sans parents, et jamais elle n'aurait voulu donner une telle peine aux 2 filles de Robin. Et c'est là que Cathy va dire quelque chose que les enquêteurs vont prendre en compte. Elle va dire qu'elle pense qu'il est possible que Jérémy soit l'assassin. La police n'avait jamais écarté cette thèse, ils ont continué d'ailleurs quand même d'enquêter dans ce sens, et effectivement ils ont trouvé des éléments assez intrigants. Ils ont trouvé que la nuit précédant la découverte du corps de Robin, eh bien la victime et Jérémy ont été en contact par téléphone. Pas par appel, par message, donc il y avait encore des traces, et ces messages ont donné des détails intéressants. Robin et Jérémy parlaient d'une rencontre sur Elliom Road, donc là où a été découvert le corps de la victime, et c'est vis-à-vis de cette rencontre que Jérémy a été confronté. Il a avoué avoir rencontré Robin comme c'était prévu, mais que pendant la rencontre, Cathy s'est présentée. Cathy et Robin auraient eu une altercation, Jérémy lui aurait essayé de s'interposer, et il dit qu'après cela, n'arrivant pas à séparer les 2 femmes, il est parti les laissant là en train de se disputer, et que le lendemain, Robin était décédée. C'est 3 jours après en fait cette altercation que le corps de Robin a été retrouvé. Finalement, Cathy a été arrêtée et condamnée de meurtre. Là, j'aurais pu vous dire qu'il y a eu le procès de Cathy, qu'elle a été emprisonnée et que l'histoire s'arrête ici, mais non, il y a encore quelques rebondissements dans cette affaire. Cathy est restée environ 1 an en prison et d'autres éléments ont été ajoutés à l'enquête pendant ce temps-là. Effectivement, Cathy avait son téléphone éteint au moment de l'assassinat de Robin. Sauf qu'il y avait une personne dans sa compagnie qui était avec elle toute la journée. Et cette personne-là, c'est son fils, qui était âgé à l'époque de 11 ans. Lui, il avait un téléphone, et grâce au téléphone du fils, on a réussi à retracer le parcours de Cathy. Et il se trouve qu'au moment où on présume que Robin a été assassiné, c'est-à-dire un peu avant 22 h, le téléphone était très loin de Elliom Road. Donc il est clairement en fait impossible que Cathy ait été présente sur les lieux. Donc finalement, Cathy a été libérée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu erreur sur la personne. Donc qui est le principal suspect? Celui qui a menti, qui a laissé sa femme aller en prison pour lui, Jérémy. Il a été accusé du meurtre, sachant qu'il avait clairement menti sur quelque chose de très grave. Et ce qu'on pense, alors il n'y a pas de version vraiment officielle, c'est qu'en fait, Jérémy a pris l'arme qui était enregistrée au nom de Cathy, le calibre 22, il a convaincu Robin de le rencontrer sur Elliom Road, et une fois sur place, Robin lui aurait sûrement dit que leur relation était bel et bien terminée et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. C'est quelque chose qui aurait profondément énervé Jérémy, et c'est pour cette raison qu'il aurait mis fin à sa vie. Après avoir mis fin à la vie de son ex-femme, Jérémy aurait frappé le pare-brise du véhicule avec un outil, peut-être une pierre ou autre chose, et ensuite, il aurait comploté contre sa propre femme pour la faire accuser à sa place. Jérémy a été condamné à la prison à vie et il purge encore aujourd'hui sa peine. Je vous présente Debra Novacluse, une femme qui avait une passion pour l'équitation, qui dans sa jeunesse avait même d'ailleurs remporté plusieurs prix dans ce domaine, une femme qui avait toujours
le sourire qui apportait de la joie constamment autour d'elle. Elle avait également une passion pour les motos, passion qui lui a été transmise par son petit ami, décédé de manière brutale en 2016 d'une crise cardiaque. Dévastée, quelques mois après, Debra a décidé de partir en road trip à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et c'est à l'âge de 52 ans, alors qu'elle était en road trip, que Debra a perdu la vie. Le 27 août 2016, aux alentours d'11h30, le manager d'un hôtel a appelé les services de secours en composant le 911 car il a fait une découverte, enfin pas lui directement, mais il y a eu une découverte très inquiétante. Effectivement, une des femmes de ménage, alors qu'elle allait exercer son travail en nettoyant une chambre, pense qu'un meurtre a eu lieu à l'intérieur de l'hôtel. La police immédiatement s'est rendue sur place et effectivement, en rentrant dans la chambre, il y a des choses étranges. Il n'y a pas un corps qui se trouve là, en plein milieu. En fait, il y avait 2 lits qui étaient collés pour faire un lit double. Il y avait un des 2 lits en fait qui était un peu plus élevé que l'autre. La police a soulevé le lit qui était un peu surélevé et ils ont trouvé un sac de couchage qui semblait rempli. Ils l'ont ouvert et à l'intérieur, il y avait le corps d'une femme sans vie, le corps de Debra Novacluse. En voyant le corps de la victime, c'est sûr et certain, elle est décédée à cause d'une tierce personne. Son corps présentait de nombreux traumas, il y avait du sang dans la chambre, dans la salle de bain, donc évidemment le doute ici n'est plus permis. Un tueur est en liberté et il faut le retrouver. Point de départ de l'enquête, voir déjà si on a des informations concernant les personnes qui ont réservé la fameuse chambre où a été retrouvé le corps de Debra. Effectivement, on en a. Et coup de chance pour les enquêteurs, la chambre n'a pas été enregistrée au nom de Debra, mais au nom d'un homme, David Albert. Un homme que la personne qui l'a enregistré décrit comme ayant entre 40 et 50 ans. Et en plus, il portait un élément distinctif. Il portait un chapeau de cow-boy. Il avait, pour l'inscription de la chambre, laissé son numéro de téléphone. Donc là, on semble avoir pas mal d'informations à son sujet. On a d'ailleurs une image de l'homme. Sur les caméras, on le voit plusieurs fois. Le 26 août, vers minuit, on le voit entrer dans l'hôtel. Il était avec son chapeau de cow-boy. Il avait un jean, une chemise. Et un peu plus tard, vers minuit et demi à peu près, on voit cet homme devant la réception avec une femme. Sauf que la femme avec qui il est n'est pas la femme qui a été retrouvée dans le sac de couchage. La femme aux côtés de David Albert à la réception a les cheveux roses, alors que la femme qui a été retrouvée dans le sac de couchage a les cheveux foncés. Après avoir été aperçu au niveau de la réception, on voit David sortir de l'hôtel et aller sur le parking, et il est allé parler à quelqu'un qui était dans un véhicule, et lui s'est posé côté conducteur pour parler. Peu de temps après, une femme sort de la voiture, une femme petite avec les cheveux foncés, exactement comme la victime qui a été retrouvée. Avec cette dame, David est rentré dans l'hôtel, main dans la main avec elle, comme s'ils se connaissaient depuis un moment. Donc là, on semble à peu près savoir quel a été le trajet de David, mais on veut savoir ce qui s'est passé avant. Et on a appris que David, donc l'homme au chapeau de cow-boy, était avant du coup tous ces enregistrements-là à un casino, et ce serait au casino qu'il aurait rencontré la femme avec les cheveux roses. Ils ont quitté le casino ensemble, donc on a une image claire du véhicule de la femme aux cheveux roses. Les photos étaient envoyées à d'autres services de police pour essayer de retrouver justement ce véhicule et cette femme. Et ensuite, l'homme et la femme aux cheveux roses sont allés dans la chambre d'hôtel et ils sont restés jusqu'à à peu près 4 h du matin. Et d'un coup, tout s'enchaîne. La police veut retrouver également David, donc ils essayent de l'appeler avec le numéro de téléphone qu'ils avaient eu via sa réservation, pas de réponse. Ils arrivent à obtenir le permis de conduire de David et quelqu'un donne aussi des informations supplémentaires, c'est la femme de David. Femme qui dit que son mari a disparu. Elle évoque le nom de Debra Novacluse, quelqu'un que David connaissait. Et d'ailleurs, la femme de David supposait que les deux avaient une liaison. Autre rebondissement, la police arrive à obtenir des informations sur le véhicule de la fille aux cheveux roses. C'est une femme nommée Jessica qui avait une réservation dans un hôtel pas trop loin de l'hôtel où a été retrouvé le corps de la victime. Elle y était avec un ami et donc rapidement la police s'est rendue sur place. Jessica a accepté de parler à la police, de collaborer. Elle a raconté un petit peu la soirée qui s'était passée, la fameuse rencontre avec David au casino. Elle dit que elle s'était faite siffler par ce cow-boy alors qu'elle était en train de partir, de rentrer. D'ailleurs, elle était en train de faire un live sur Facebook quand elle a rencontré David. Et en fait, David lui a dit qu'il organisait une soirée dans sa chambre d'hôtel. Jessica a accepté, elle n'a pas vu le mal dans tout ça,
à condition qu'elle puisse emmener l'ami qui résidait dans l'hôtel voisin avec elle. David a dit ok. Tout le monde s'est rendu dans la chambre de David, la chambre qui portait le numéro 112, et Jessica va dire qu'à l'intérieur de cette chambre, elle avait fait la rencontre d'une femme, une femme du nom de Deb. Vous savez de qui il s'agit, mais à ce moment-là dans l'enquête, les enquêteurs ne savent pas du tout qu'il s'agit de Debra Novacluse. Autre détail qui fait avancer l'affaire, Jessica dit que quand elle et son amie ont quitté la chambre, Debra, elle, était encore en vie. La police découvre également que David a quitté la chambre plus tard, tôt dans la matinée, avant 9 h, il s'est dirigé vers le véhicule de Debra et il en a sorti un sac de couchage. Encore plus tard dans la matinée, David est ressorti de nouveau seul et cette fois-ci, il a quitté l'hôtel définitivement. On a réussi à retracer le parcours de David, il se serait rendu à l'aéroport, aurait acheté un billet et il aurait pris la fuite. Finalement, c'est en Ontario que David a été retrouvé, une équipe de surveillance l'a suivi et il a été arrêté. Alors qu'il faisait du stop, quand il a été arrêté, il n'était pas en train d'essayer d'arrêter des voitures, il se reposait dans un fossé sur le côté de la route. La police a découvert qu'il s'était débarrassé de plusieurs éléments qui pouvaient le relier directement à la mort de Debra, c'est-à-dire ses vêtements qui étaient ensanglantés. D'ailleurs, sur sa chemise qu'il avait jetée, il y avait son ADN ainsi que celui de Debra. Donc, son lien avec sa mort n'est plus vraiment à prouver. Lors de son interrogatoire, David a dit qu'il n'avait que très peu de souvenirs vis-à-vis de ce qu'il avait fait à Debra. Il dit que ce n'était pas intentionnel, que c'était en quelque sorte un accident. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand la fille aux cheveux roses, Jessica, et son amie ont quitté la chambre d'hôtel, lui a eu une relation intime avec Debra et ce serait au cours de cette relation intime qu'il l'aurait assassiné. Il aurait eu des pulsions le poussant à étrangler Debra et c'est ça qui l'aurait tué selon ce que lui raconte. Sa version, on y croit pas, quoi qu'il en soit, il est maintenant arrêté, il a eu un procès où il a été accusé de meurtre au second degré. Quand la sentence est tombée, les proches de Debra étaient totalement dévastés parce qu'ils s'attendaient à ce que l'homme qui a enlevé la vie à la victime purge une peine à vie, sauf que ce n'a pas été le cas. Il a été condamné à 15 ans de prison. Ce qu'on pense, autre théorie, concernant ce qui a pu se passer cette fameuse nuit, c'est que David et Debra auraient eu une altercation et David aurait battu Debra à mort. Quelle est la vérité derrière tout ça? On ne le sait pas. Il faudrait que David dise la vérité et que ça colle avec les preuves qui ont été retrouvées. Voici Elizabeth Wiesenfeld, une femme âgée de 67 ans qui vivait en Pennsylvanie et qui a mystérieusement disparu. Elle travaillait en tant qu'infirmière dans une maison de retraite, elle était très bienveillante, elle avait le cœur sur la main, c'est comme ça qu'elle a été décrite. Et elle avait une profonde foi en Dieu. Elle était croyante, elle pratiquait sa religion, elle avait une fille et c'est justement la foi dans sa religion qui lui a permis de faire le deuil de son mari qui avait perdu la vie. Le 30 avril 2019, au matin, la fille d'Elizabeth, Kathleen, a échangé avec elle toute la matinée et dans les premières heures de l'après-midi, elle a essayé de l'appeler. Elle est tombée sur la messagerie vocale. Kathleen a ensuite envoyé quelques messages, sauf que là, les messages étaient indiqués comme non délivrés. Elle a essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec sa mère, mais sans succès, donc un peu inquiète, elle a appelé directement à son travail. Et étonnamment, Elizabeth ne s'est pas présentée au travail, alors qu'elle était une employée modèle, donc même le responsable d'Elizabeth s'est dit que quelque chose n'allait pas. C'est donc après toutes ces découvertes que Kathleen a finalement appelé les services de secours en composant le 911. Elle a rejoint la police au domicile de sa mère, accompagnée de son mari. Ils ont frappé à la porte, personne. La maison a été ouverte, une fouille a été réalisée, le véhicule d'Elizabeth a été retrouvé dans le garage et c'est ça qui a un peu interpellé Kathleen. Pourquoi la voiture de sa mère serait là? La police a fait des spéculations disant que peut-être que quelqu'un avait emmené sa mère quelque part, sauf que Kathleen connaissait bien évidemment sa maman. Elle savait que la seule personne qui pouvait l'emmener quelque part, c'était elle-même. Donc quelque chose n'allait clairement pas. Rien d'anormal n'est trouvé dans la maison, mais Kathleen a un très mauvais pressentiment. C'est en arrivant dans la chambre que là, des détails semblent indiquer le pire. Le lit est déplacé, les lunettes d'Elizabeth étaient sur le lit, la porte était presque déboîtée. Et il faut savoir qu'Elizabeth était quelqu'un qui ne pouvait rien voir sans ses lunettes, donc elle ne serait jamais partie d'elle-même sans elles. De plus, Kathleen, alors qu'elle faisait le tour des lieux avec la police, a remarqué une petite fumée qui émanait d'un tas de cigarettes. Elizabeth vivait seule, elle ne fumait pas. La maison était dans un sale état et Elizabeth était quelqu'un non pas de maniaque mais qui gardait sa maison toujours très propre. Donc en fait c'est comme si cette maison n'était pas la maison d'Elizabeth. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Un autre élément,
vient s'ajouter à tous ces mystères, c'est que Kathleen a reçu un message de sa mère, sauf qu'elle est persuadée que le message qu'elle a reçu ne provient pas d'elle. Le message disait, en gros, j'ai rencontré quelqu'un, on part une semaine, occupez-vous de la maison, laissez-moi vivre un bon moment pour une fois. Kathleen, de par la manière dont il rédigeait le message, comprend que ce n'est pas sa mère. Sa mère écrivait avec des messages très courts, c'était des messages toujours très affectueux, il y avait des emojis. D'ailleurs, même la sœur d'Elizabeth est d'accord avec Kathleen, le message ne vient pas d'elle, ça ne lui ressemble absolument pas. En plus de ça, Kathleen avait déjà parlé à sa mère les jours précédents et il n'y avait absolument aucun voyage de prévu. De plus, il ne pouvait y avoir aucun autre homme dans sa vie car Elizabeth elle-même avait dit que depuis la mort de son mari, elle ne voulait rencontrer aucun homme. Donc avec tout cela, les découvertes dans la maison, le fameux message, Elizabeth est officiellement déclarée disparue. Une enquête est donc ouverte, la police se sert du téléphone d'Elizabeth grâce à son opérateur pour retracer ses derniers mouvements connus. De ce qu'on sait, son téléphone a été localisé près d'un restaurant, donc la police s'y est rendue avec une photo d'Elizabeth, sauf que personne ne l'a vue. Kathleen, la fille d'Elizabeth, elle a mené également sa propre enquête et elle a remarqué qu'il y a eu un retrait réalisé à l'aide de la carte bancaire d'Elizabeth de 500 $. Donc elle a communiqué cette information à la police a regardé les enregistrements de caméras de surveillance associés au guichet où a été fait le retrait. Ils ont remarqué qu'un individu, un homme visiblement parce que assez grand et trapu, rien qui ne correspondait à Elizabeth, qui portait d'ailleurs une capuche, eh bien a réalisé ce retrait. Autre élément, Elizabeth a enlevé l'alarme de sa maison pour ouvrir la porte d'entrée. Tôt le matin, assez tôt, vers 8h40, et à ce moment-là, ou un peu avant, les caméras de surveillance du quartier ont montré une sorte de camion rentrer dans la rue d'Elizabeth. Donc on suppose que la personne qui conduisait est la personne qui s'est arrêtée devant chez Elizabeth et la personne à qui elle a ouvert la porte de sa maison. Grâce aux enregistrements, on a pu identifier le véhicule, le modèle en tout cas. Alors que l'enquête se poursuivait, donc les proches d'Elizabeth ont été interrogés, ce qui est la procédure courante il me semble, eh bien beaucoup se sont accordés sur un fait particulier. Elizabeth avait un conflit avec un individu. Elle avait des problèmes avec un certain Doug Berry, un homme qui avait travaillé pour son mari, qui était maintenant décédé, et Elizabeth avait très peur de cet homme. En fait, il n'y a pas eu de problème vraiment entre Elizabeth et Doug, mais à un moment donné, elle a appris que Doug avait eu des problèmes avec la justice, et c'est quelque chose qui lui a fait peur. Curieux, la police a donc consulté le dossier vis-à-vis de Doug, sachant qu'il avait eu des démêlés avec la justice, il avait un dossier, il se trouve que dans ce dossier, eh bien, la police a appris que Doug conduisait le véhicule qui avait été vu sur les caméras, le même modèle. Autre information, suite à l'étude des enregistrements de caméras du quartier où on voyait le véhicule, la police a pu également identifier la plaque d'immatriculation. Et oui, elle correspondait bien au véhicule que conduisait Doug, donc on est sûr que c'est lui qui était entré dans le quartier d'Elizabeth et qui en était ressorti un peu plus tard. Donc étant sûr maintenant que c'est bien Doug qui était allé dans la rue d'Elizabeth, la police s'est rendue chez lui pour l'interroger. Ils lui ont parlé et il a dit qu'effectivement il connaissait Elizabeth mais qu'il ne l'avait pas vue depuis des mois. Il affirmait avoir de bonnes relations avec elle, mais il a vite mis fin à l'interrogatoire disant qu'il devait s'absenter. Le véhicule n'était pas garé à la maison quand la police est venue, donc ils n'ont pas pu faire des recherches plus approfondies. La police est donc tournée vers la femme de Doug et elle a donné des informations très particulières. Déjà quand ils l'ont vue, elle portait un sweat que la police a immédiatement reconnu. C'était le sweat que portait l'individu qui avait retiré de l'argent au distributeur avec la carte bancaire d'Elizabeth. Le sweat a été collecté et la femme de Doug a été interrogée. Elle a dit que son mari avait agi bizarrement, qu'elle avait trouvé plein de produits comme de la javel, de l'acide. Elle a remarqué que Doug brûlait quelque chose dans une sorte de seau et quand elle lui a demandé ce qu'il faisait, il n'a pas voulu lui répondre. Vous l'avez compris, c'est très suspect. Donc, avec tous ces éléments, la police a obtenu un mandat pour fouiller le domicile de Doug et de sa femme. Et grâce à cette fouille, la police a fait de nombreuses découvertes. Déjà, la police a découvert que Doug possédait une arme à feu alors qu'il n'était pas censé en avoir une, de par les démêlés qu'il avait eu avec la justice, parce qu'il avait déjà été condamné pour tentative de braquage. La police a retrouvé le fameux seau qui avait été utilisé pour brûler des choses. À l'intérieur, ils ont retrouvé quelque chose qui a été analysé, et ce qui avait été brûlé à l'intérieur, c'était la carte bancaire d'Elizabeth. Dessus, il y avait encore une empreinte, l'empreinte de Doug. Doug a été placé en détention provisoire pendant que
La police continuait son enquête, ils ont découvert, grâce à son téléphone, qu'il était au domicile d'Elizabeth au moment où elle a disparu. On a vu qu'il avait effectué pas mal de déplacements, il a jeté certains effets personnels d'Elizabeth comme son téléphone portable, téléphone qui a été retrouvé, il a essayé de faire disparaître des preuves, avec notamment de l'acide, et il n'a jamais dit à la police ce qu'il avait fait du corps. Par contre, il l'a dit au compagnon de cellule qu'il avait en détention provisoire. Il a dit qu'il avait essayé de faire disparaître le corps avec de l'acide, qu'il n'avait pas réussi et donc qu'il l'avait jeté dans plusieurs sacs poubelles. Les restes d'Elizabeth ont été retrouvés sur un terrain vague. Doug, lui, a été condamné pour meurtre à 40 ans de prison. On pense que le mobile de cet assassinat est le mobile de la vengeance. En fait, à la suite du décès du mari d'Elizabeth, Elizabeth l'a licencié, n'ayant plus besoin de ses services et étant en colère, sans emploi, Doug, pour se venger, a décidé de tuer celle qui était selon lui responsable de son malheur. Et voilà les amis, on en a fini pour ces trois histoires très morbides. Je vous avais prévenu, c'est pas des histoires joyeuses, mais ce sont des faits divers qui ne font pas la grande actualité comme des serial killers ou quoi. Je voulais en parler, je trouve que c'est aussi important de relater de ces histoires atroces du quotidien, car ce sont des malheurs qui tombent sur des personnes qui n'ont rien demandé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram que je vous mets juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!